projet de livre, ça a été très rapidement fait parce que toutes les archives étaient déjà traitées par Esmod. Donc toutes les archives étaient regroupées, ce qui est un énorme travail et que toutes les entreprises de ce type devraient faire. C'est très bien de l'avoir fait. Et à partir de là, il s'agissait de replacer cette saga familiale qui a donc 170 ans dans un contexte plus large qui était celui de l'histoire de la mode et celui de l'histoire du prêt-à-porter. Il y a une chose très attachante sur Monsieur Lavigne, c'est que c'était un précurseur. Il a commencé en 1841 en fondant l'école. Il était maître tailleur et son ambition était d'améliorer le savoir-faire professionnel des apprentis. Comme les maîtres tailleurs avaient de moins en moins de temps à consacrer à leurs apprentis, il a décidé d'ouvrir une école de formation et c'est l'un des premiers théoriciens de ce métier. Tout au long de sa carrière, il a déposé des brevets. Il a non pas inventé le centimètre ruban, mais il en a raffiné le procédé, c'est-à-dire que ce mètre ruban, il l'a imperméabilisé. Il a inventé une machine très sophistiquée, très complexe, pour imperméabiliser ce ruban et pour permettre une utilisation multiple. Mais l'invention la plus importante a été un mannequin et une machine à faire des mannequins. Donc l'idée était dans ces temps où on s'habillait sur mesure, de faire un mannequin qui soit la réplique exacte de la clientèle, avec toutes les déformations, avec toutes les spécificités que chaque morphologie peut avoir, bien évidemment. Donc il est parti sur ce principe-là et très vite, il a été submergé par la demande. Après, Alexis Guerre-Lavigne, c'est sa fille qui a pris la direction de l'école et elle a ouvert encore plus que son père à différents autres publics, à tout public, et notamment aux femmes. C'est toute une saga familiale comme ça qui va jusque dans les années 60, jusqu'au moment où l'école qui s'est adaptée au prêt-à-porter, à la confection qui s'est mue en prêt-à-porter, donc l'école s'est adaptée à ce grand mouvement-là, elle a même anticipé. Et dans les années 60, c'est le style qui va être mis sur le devant de la scène et l'école va embaucher, Jean Lecomte à cette époque-là va embaucher Annette Goldstein qui va reprendre le flambeau. Tout ça va se structurer dans les années 80 et des écoles des succursales vont éclore partout dans le monde. Et à partir de l'arrivée de Saturnino, l'école va véritablement prendre une dimension de groupe, d'un groupe international et qui est Esmod aujourd'hui avec 21 écoles qui sont implantées partout dans le monde. Chez Esmod, c'est justement un équilibre et que l'équilibre a toujours été conservé entre toutes les différentes composantes de la mode. C'est aussi bien une technique très sophistiquée, très élaborée, que de la créativité. Et cette créativité, elle repose sur une culture, et de plus en plus sur une culture qui est fondée sur le patrimoine, mais qui est aussi fondée sur l'analyse des phénomènes mondiaux, c'est-à-dire une culture générale. Et ça, pour un étudiant, un étudiant ne peut pas se contenter d'un savoir-faire technique ou d'un savoir-faire prétendument artistique pour réussir. Il faut qu'il ait les pieds solidement ancrés sur ce qu'est l'histoire de sa profession et sur ce que sont tous les phénomènes qui sont liés à la mode et à la consommation. En fait.